Bonjour, je vais vous lire le prologue et le premier chapitre du roman de Monique Devèze-Valienne, Les silences de Rochecombe. C'est le premier volet qui s'appelle Léonie au détour de l'amitié. C'est un roman feel-good. Prologue. Noël est une fête. À l'autre bout du fil, la voix tente de se calmer. Écoute, je vais tâcher de rester poli et de ne pas trop m'énerver. Mais tu m'agaces à vouloir toujours faire en sorte que l'on se voie alors que tu sais très bien que c'est impossible. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ça, fais semblant de ne pas comprendre. Tu sais bien que le mal est fait. Nous ne sommes pas une famille unie. C'est foutu et on n'y peut rien. On pourrait peut-être essayer quand même. Avec fermeté, il réplique. Non, et tu en connais les raisons. À chaque fois, ça me met en colère quand tu dis que tu veux nous voir. Justement, maintenant je suis prête à faire quelque chose pour que ça aille mieux entre... Léonie Gilbert n'a pas le temps de finir. Faire quelque chose, tu parles. Elle sait bien comment ça s'est passé. Le mal est fait, c'est impossible. Les tentatives qu'il y a eu ont toutes échoué parce que tu es têtue comme une mule et qu'il n'y a que toi qui compte. Tout en entendant les vérités que son fils lui jette à l'autre bout du téléphone, Léonie essaye de trouver, au fond d'elle, un moyen de le faire changer d'avis. C'est vrai que la vie ne l'a pas aidée à savoir faire. Elle se veut convaincante. Écoute, Sylvain, s'il te plaît, fais quelque chose pour que l'on se retrouve, pour que l'on soit, pour une fois, au moins un moment ensemble à Noël. Pourquoi j'essaierais? Noël est une fête que tu refuses, comme tout moment agréable. Combien de fois tu m'as pourri la vie au moment de Noël, parce que tu ne voulais rien faire. Tu crois que ça me faisait plaisir, à moi, de ne rien faire pour Noël, alors que mes copains réveillonnaient avec leur famille? Ça a toujours été comme ça, même quand j'avais l'âge de veiller davantage. Nous étions ici, toi et moi, sans rien faire. Pas un réveillon, pas un brin de foie gras, pas une huître, rien. Tu n'aimes pas Noël, tu n'aimes pas les fêtes. Tu n'aimes pas voir les gens, tu n'aimes pas prendre du bon temps. Reconnais-le. Ce n'est pas ma faute, Sylvain. Moi, je n'ai rien fait de mal. Il s'énerve, il s'emporte, il crie. Jamais! Tu n'as rien fait de mal! Tu as toujours raison. Tu es meilleure, la plus forte. Et les autres, nous ne sommes que des imbéciles. Je n'ai pas dit ça. Tu ne l'as pas dit, mais tu agis exactement comme si tu le pensais. Je n'ai rien fait à l'école, j'avais tort. Je n'ai pas dialogué avec toi, j'avais tort. J'ai connu Catalina, j'avais tort. J'avais toujours tort. Il n'y a jamais eu un moment de dialogue possible. Comment veux-tu que j'ai envie de faire Noël avec toi après ce qui s'est passé, en plus? Essayons quand même. Mais j'ai déjà essayé 20 fois au moins. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour que les choses se passent mieux. Mais tu n'es qu'une égoïste. Il est inutile de tenter de se revoir tous. Ça me fait mal de savoir que dans des moments comme ça, je ne peux pas être avec ma mère, la seule personne qui reste de ma famille, à part ma femme et mes enfants. Mais je préfère éviter les conflits et ne pas passer les fêtes avec toi. J'aimerais tant connaître mes petits-enfants. Son fils voudrait éviter que le ton monte, mais n'y parvient pas. La colère gronde. Je me le demande si tu aimerais. Quand nous t'avons amené Corentin, après sa naissance, tu as fait une scène pas possible. Tu es fermé à tout. Tu t'es débrouillé pour empêcher tout dialogue avec mon épouse. Tu t'es débrouillé pour te fâcher avec moi. Sans connaître les gens, tu refuses de les voir d'emblée, de seulement essayer de savoir qui ils sont. C'est inadmissible. Je te dis que je veux bien voir Catalina maintenant. Tu t'es demandé si l'accueil que tu lui as réservé quand je te l'ai présenté la première fois était agréable pour elle et pour moi? Tu t'es demandé une seule fois, depuis, comment elle a pu vivre ce moment? Tu te poses la question de savoir quelle sorte d'émotion ça peut me procurer à moi, ton fils? Avant d'agir comme tu l'as fait, il fallait réfléchir. Il fallait te dire que si elle devenait ma femme, ça risquait de ne pas faciliter les relations par la suite. Mais tu ne t'es jamais posé la question, bien sûr. Que faire? Que dire? Pas d'argument. Sylvain reprend. Après tout ça, tu sais ce que ça peut représenter pour nous, de passer Noël ou un autre moment avec toi? Tu te demandes comment on peut vivre la chose? Écoute-moi. Non. Savoir que tu vas être avec nous, que tu vas critiquer nos moindres faits et gestes, que tu vas juger chacune de nos actions, chaque mouvement et chaque parole de chacun d'entre nous, ça me détraque, ça me déglingue.
Je ne veux pas que tu sois avec nous. Je ne veux pas reproduire ce que tu m'as fait vivre. Je ne veux pas gâcher le Noël de mes gosses. Voilà. Ceci dit, je vais raccrocher. Tu passeras Noël où tu voudras, avec qui tu voudras, et nous serons tranquilles chez nous. Au revoir. Je viendrai te prendre le jour de ton rendez-vous pour te déposer chez le médecin. Il a raccroché. C'est clos. Fini. Classé. On est le 20 décembre 1999. Léonie passera Noël seule. Elle est amère, en colère, triste, glacée dans son cœur et dans son âme. Le feu crépite dans la cheminée. Léonie a froid. Chez elle, solitaire en ce jour de Noël, la conversation avec son fils lui revient, bien présente. C'est comme si elle était encore au bout du fil. C'est vrai que pour elle, Noël n'est pas une fête. C'est vrai qu'elle n'aime pas ce genre de manifestation où tout le monde dépense de l'argent pour rien. Pour un peu de foie gras, pour des fruits de mer, pour des foutaises. Les gens vivent ces fêtes avec fougue, dépensent à n'en plus finir, mangent et boivent trop, jusqu'à se rendre malades et avoir la gueule de bois les lendemains. Ils achètent des cadeaux inutiles que les enfants ne regardent même pas la plupart du temps. Est-ce que c'est ça la vie? Ça sert à quoi tout ça? Décidément, elle ne comprend pas que l'on agisse de la sorte. Pourtant, Sylvain lui a reproché, l'autre jour, de refuser ces moments en famille. Sylvain vit dans le monde moderne. Sylvain a deux garçons à qui elle a envie d'offrir un vrai Noël, qu'il dit. Et une femme, cette espèce de malapprise qui se pomponne et se maquille tous les jours. Léonie ne l'aime pas. Elle est trop sophistiquée, trop dépensière, trop à la mode. Décidément, le sort réserve parfois des coups terribles. Pourquoi a-t-il fallu que Sylvain tombe sur cette mijaurée? S'il avait épousé une fille timide, simple et gentille, peut-être qu'il n'en serait pas là aujourd'hui. Peut-être qu'elle le verrait régulièrement, dans de bonnes conditions. Peut-être qu'ils s'entendraient bien. Cette femme est tellement différente de ce que Léonie aurait souhaité. Un vent énorme s'est levé. C'est la folie au dehors. Un bruit infernal ébranle les environs du moulin. Il faut qu'elle sorte du lit, qu'elle aille fermer les volets, sinon les carreaux vont se casser. D'habitude, elle les laisse ouverts, elle n'a pas peur, elle se sent en sécurité dans sa maison. Là, c'est différent. Il doit faire froid. Elle enfile son peignoir et ouvre la fenêtre. Malédiction. Elle est alors quasiment projetée en arrière, dans un tourbillon épouvantable qui la transperce et la panique. La nature s'est déchaînée. Dans la nuit noire, elle entend des arbres qui craquent, peut-être même des tuiles qui tombent. C'est la folie des aliments. Elle n'a jamais expérimenté un tel déchaînement à l'extérieur. La fenêtre claque contre l'épaisseur du mur. Les carreaux risquent de se casser. Il faut fermer les volets. Elle va être obligée de lutter de toute sa force pour attraper chacun des battants. Voilà, elle a réussi à débloquer l'arrêt, qui maintient la partie gauche contre la façade. Elle a juste le temps de reculer. Le vent fou a failli écraser le ventail contre son visage. Elle l'a évité de justesse. À coup sûr, elle aurait eu le nez cassé. À droite, c'est pire. Le vent part dans ce sens-là. De surcroît, elle ne parvient pas à enlever l'arrêt. Il faut qu'elle sorte la partie haute de son corps et s'y prenne à deux mains. C'est quasi impossible. Ça va être une autre bataille. Si elle tombe, elle sera broyée 2 étages en dessous. Dans le fracas infernal de la nuit, s'étirant le plus possible, elle appuie son dos contre le champ pour immobiliser le battant qui a failli la défigurer. La fenêtre est plutôt étroite, c'est une chance. Avec ses deux mains, en appuyant de toute sa vigueur, elle parvient à libérer le volet. À présent, alors que dans les ténèbres, dans un bruit d'enfer, des objets volent de partout, il lui faut forcer comme un guerrier pour ramener l'éventail vers elle. Peu à peu, malgré la tempête et la difficulté, elle parvient à le rapprocher. Tenir fermement la poignée pour que les deux parties restent bien appuyées contre la butée, bloquer le volet en position fermée. Jamais elle n'a eu à se battre de la sorte contre un ouragan. Obligée d'affronter les démons du monde, elle tremble de tout son corps. Il faut cependant qu'elle descende fermer les volets des autres pièces. Dans cette puissance de l'air qui s'affole complètement et file dans tous les sens, tout risque de se casser. Il faut faire vite. Frêle comme elle ne peut pas sortir. Elle serait entraînée, emportée, fracassée. Il va falloir agir de la même façon pour chaque fenêtre. Le froid la saisit. Elle enfile vite un gilet, remet son peignoir par-dessus, puis emprunte l'escalier pour descendre jusqu'à la cuisine, où elle va s'obliger à un combat identique.
Au dehors, tout se dévaste au fur et à mesure que la fureur et les hurlements du vent se déchaînent. Autour, tout détale, s'enfuit dans de terribles secousses, tandis que la bise, violente et implacable, poursuit son œuvre étrange et assourdissante de destruction. Tout se soulève, tournoie, vole, mugit, se disloque. Et alors que la terre est soumise à ce tapage apocalyptique, Léonie est là, petite femme menue et fébrile, au milieu de ces mugissements féroces, de ces hurlements terribles, à lutter contre l'impossible. Comme si, à cet instant même, les éléments lui disaient « Dépêche-toi d'agir, sinon je t'attrape ». Léonie, petit fétu de paille, dans la tempête, dans le désastre. Chapitre 1. 1er janvier 2000. Léonie est préoccupée. On change d'année, de siècle, de millénaire. Le temps file. Mais pour elle, rien n'avance. Tout est au point mort. Ou peut-être, au contraire, tout se dégrade. Elle n'en peut plus. Dehors, il fait un froid de canard, comme on dit. Sur l'étang tout givré, le silence et l'absence de vie. Comme partout alentour. Tout est mort, cassé, démoli, réduit à néant, enseveli de froid et de blancheur. Les arbres transis, qui étaient, il y a quelques jours encore, debout et forts, aujourd'hui, décapités ou déracinés, jonchent le sol dans un méli-mélo épouvantable, effroyable, montrant aux humains impuissants devant ce désastre l'immensité de leur petitesse et de leur insignifiance. Les buissons gelés, les plantes anéanties. La neige recouvre tout, c'est blanc, c'est silencieux, mais c'est terrible. Et Léonie, à 73 ans, reste seule et triste dans sa maison sans fioriture. Le cœur glacé comme la nature, elle est bien peu de choses dans son existence monotone. Elle survit au ralenti, comme les canards à l'abri quelque part dans les fourrés, au bord de l'étang, à moins qu'ils ne se soient envolés pour d'autres contrées plus tempérées. Elle voudrait s'enfuir aussi, elle n'en peut plus. Son fils est marié depuis plusieurs années. Elle a 2 petits-fils qu'elle ne voit jamais. Elle a vu l'aîné 2 ou 3 fois, jusqu'à ce qu'il ait 4 ans, son petit frère une fois, quand il avait quelques mois. C'est dur. Cette compagnie familiale lui manque. Mais avec son fils, ça n'a jamais été facile. Et avec sa belle-fille, c'est encore pire. Ils veulent vivre avec le modernisme, avec la société de consommation qui emmène tout le monde dans un tourbillon de dépenses qu'elle, Léonie, trouve totalement inutile. Ils vivent à 30 kilomètres d'elle, dans leur maison moderne, confortable, où tout est facile. Une maison qu'elle avait habitée avec son mari. Sa maison que son fils et sa belle-fille ont totalement rénovée. À coup sûr, c'est la belle-fille qui a voulu tout refaire. Pour jeter l'argent par les fenêtres, elle est toujours bonne. Elle, Léonie, n'a pas eu cette habitude. L'argent, si on peut, il faut le garder. Elle a décidé de venir s'installer au moulin où elle vivait, enfant avec ses parents. Il y a longtemps que ses parents sont dans la tombe, et elle demeure là, veuve, dans sa maison silencieuse de petite fille, où la pendule sert d'unique compagnie, avec ses roulements et ses battements réguliers, avec ses sonneries répétitives et monocordes. Elle attend ici, au moulin de son enfance, le moulin de ses rêves, celui de son malheur aussi. Elle s'occupe comme elle peut, lit le journal, fait ses mots fléchés, rêvasse, jardine. Elle se cuisine quelques légumes du potager, de temps en temps, une tranche de viande, mange seule devant la télé et surtout, elle ressasse le passé. Elle pense à son fils et ça la met en colère. Parfois, elle se dit qu'elle attend la mort. En fait, elle attend son retour. Elle attend de pouvoir créer avec lui un semblant de complicité, une relation presque touchante. Elle attend quelque chose qui ne se présentera peut-être jamais. Elle sait qu'il viendra dans quelques jours pour l'emmener au village où elle a un rendez-vous. Il arrivera, viendra frapper à la porte comme un étranger. Elle ouvrira, et ses mots seront invariablement les mêmes que la fois d'avant, et la fois d'avant, et la fois d'avant encore. Bonjour, t'es prête? Dépêche-toi, on y va. Pas d'embrassade, pas de mots gentils. Elle mettra son manteau, fermera sa porte à clé, le suivra jusqu'à la voiture pour se faire conduire dans un échange qui la blessera encore. Les enfants vont bien? Oui, ça va. Alors, c'est bien, j'aimerais bien les voir. Tu sais que c'est impossible. Nous ne pouvons pas venir chez toi. Et chez nous, tu ne te plairais pas. C'est tout leur dialogue. Que répondre à cela? Il n'y a pas de solution. Alors, Léonie supporte sa tristesse. Léonie refuse les larmes qui pointent à ses yeux, lui picote les tempes et lui embrouille la tête.
À quoi bon rester vivant? Que va amener cette nouvelle année? Les temps changent, les années défilent, mais la pendule et la routine sont les seules présences, bien ancrées, bien difficiles à déloger. Faudra-t-il continuer à vieillir sans famille et sans amis? Avec 3 zéros cette fois, l'année sera peut-être plus ronde que la précédente, plus douce, moins anguleuse et moins monotone. Qui sait si elle va être différente, si elle va apporter un lot de promesses, de cadeaux et de bonheur. Dans sa maison solitaire, au son du tic-tac de la pendule, puisqu'on change de millénaire, de siècle et d'année, Léonie forme un rêve, peut-être un peu fou. Rien ni personne ne peut empêcher de rêver. Tout le monde a droit au rêve. Léonie s'y laisse prendre un moment. Puis elle allume la télé. Le concert du Nouvel An inonde la pièce de sa musique dynamique et majestueuse. Léonie s'égare, extravague, se projette dans l'inconnu du millénaire naissant. Elle rêve, rêve. Lundi 10 janvier 2000, Martine quitte la maison paternelle où elle est venue passer le réveillon de Noël avec sa fille. Noël est une fête de famille, une fête d'amour, une fête de joie et de partage. Depuis toujours, elle passe Noël près de son père, un père aimant, qui, elle en a conscience maintenant, depuis plusieurs années, n'a pas eu la meilleure vie dont peut rêver un homme. Il a été là, toujours pour elle, quand elle en avait besoin. Elle lui en est profondément reconnaissante. Elle l'aime de tout son cœur, de toute son âme. Depuis quelques années, elle est revenue travailler à Saint-Flour, non loin d'ici, à une trentaine de kilomètres. Pensant à ce père bienveillant qu'elle a eu et qui a su lui donner la joie de vivre, la réflexion, l'enthousiasme, elle décide de ne pas rentrer tout de suite chez elle. Pour savourer encore le moment qu'elle vient de passer auprès de lui, elle va faire une petite pause dans un endroit qu'elle affectionne particulièrement. Là, fréquemment, elle s'arrête, elle vient rêver un peu. La neige a fondu. Forcément, on est à Chaude-Aigle. Elle traverse la rue, qu'elle remonte sur quelques dizaines de mètres, puis descend à gauche jusqu'au lavoir. Elle se trouve toujours bien dans ce lieu calme. Ici, elle enjambe les siècles passés et se fond dans l'histoire géologique de cette campagne qu'elle aime tant, aux portes de l'Aubrac. Depuis des millénaires, son village est un endroit étrange qui a dû effrayer les humains en des temps immémoriaux. Aujourd'hui encore, ces eaux chaudes qui sortent aux fontaines poussent certaines personnes, peu instruites en géologie, à se poser bien des questions. Elle longe les 2 bacs et s'assoit sur les marches. Cela ne dérangera sans doute personne. C'est du passé, les lessives au lavoir. À part elle et son esprit vagabond, qui pourrait bien s'aventurer ici en cette fin d'après-midi? De la vapeur d'eau s'élève. Chaque fois, elle se remémore avec plaisir qu'avant la merveilleuse invention de la machine à laver, des ménagères s'y retrouvaient. Le brouillard qui se formait au-dessus des bacs les réchauffait, certainement. Quelle chance elles avaient, ces femmes, d'avoir de l'eau chaude pour laver leur linge. Quel bonheur cela devait leur apporter, en hiver, de ne pas avoir les doigts engourdis par le froid, alors que, debout devant les plans inclinés, elles frottaient et battaient les effets et les draps. Chaude-Aigle, un village de confort. La nuit est tombée sur le lavoir et le bruit de l'eau. Dans la lumière un peu fade des réverbères, une silhouette s'approche, montant la rue. Peu à peu, elle se dessine, plutôt fine et svelte, pas très grande, comme elle peut-être, la démarche un peu lente, peu assurée, un chapeau démodé, un manteau long. Son pas martèle le sol. Manifestement dans sa réflexion aussi. Elle n'a pas vu Martine, qui attend un peu en contrebas. Voilà, pour lire la suite, il faudra vous procurer le livre de Monique Devez-Valienne, Les silences de Rochecombe, Léonie au détour de l'amitié. C'est le tome 1, le tome 2 est sorti, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Merci d'avoir écouté. Au revoir.